Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver dans ces journées assez riches en partage scientifique. Et là, donc, j'enchaîne par un cas clinique qui va illustrer comment une atteinte neurologique peut être la porte d'entrée vers une atteinte, vers une maladie systémique. Donc, aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et je passe à la vignette clinique. Donc, c'est une patiente jeune de 18 ans, sans antécédents pathologiques notables, ni personnels ni familiaux, donc qui présente à peu près depuis une année un engourdissement et paresthésie du membre supérieur droit, principalement au niveau du 3e et 4e doigt. Et puis, l'évolution par la suite s'est faite vers une atteinte du membre supérieur contralatéral. Donc, lors de l'examen clinique, on avait noté une gêne motrice pour la pince pouce index avec l'abduction des doigts à droite. Il n'y avait pas d'anémotrophie, il y avait une hypoesthésie tactile des 3 premiers doigts et une anesthésie vibratoire de la cible cubitale toujours à droite avec une aréflexie aux 4 membres, et le reste de l'examen neurologique était sans particularité ainsi que l'examen somatique. Donc, le tableau clinique évoque bien sûr l'atteinte neurologique périphérique, sensibilité motrice bilatérale asymétrique chronique. Et donc, quels sont les diagnostics qui vous semblent les plus probables? Oui, je pense qu'il y a aussi d'autres diagnostics à évoquer. La mononeuropathie multiple. Un défilé, ou pas tellement, il n'y avait pas assez d'éléments. Oui, c'est diffus, on n'a pas d'anémotrophie, territoire médian, mais on peut l'évoquer aussi. D'accord. Donc, justement, donc on peut évoquer 3 diagnostics: la mononeuropathie multiple, comme vous l'avez dit, le syndrome de Weissenberg dans le cadre d'une PIDC multifocale, et aussi, bien sûr, la neuropathie sensitive du moment que ça commence par le membre supérieur avec une aréflexie diffuse. Donc, bien sûr, l'examen complémentaire qu'on réalise en premier, c'est le EMG. Donc là, pour la conduction nerveuse motrice, alors, vous voyez que c'est normal. Donc, il n'y a pas d'altération des paramètres de conduction en termes d'amplitude de VCM F aux 4 membres. Par contre, pour la conduction nerveuse sensitive, on voit très bien qu'on a déjà une altération des potentiels, une diminution des potentiels, des amplitudes sensitives, surtout aux membres supérieurs. Donc, pour le radial qui est A4 à gauche, A2 à droite. Aussi pour le médian, on a une amplitude A3 à gauche et A0 à droite. Et pour le lunaire non obtenu, et pour les membres inférieurs, on avait des amplitudes normales, 64 pour les chevaux. Alors, pour la détection était normale, donc dans les muscles piqués. Alors, quel est le diagnostic qu'on va retenir maintenant en se basant sur le EMG? La neuropathie sensitive supérieure. Donc voilà, et donc je passe pour caractériser ce type de neuropathie, on utilise assez souvent les critères condensés qui aident à établir bien sûr le diagnostic en combinant les données cliniques et électrophysiologiques. Et sur le score qu'on a ici, on a déjà un score qui est un 9,6. Donc on a une atteinte qui est asymétrique, qui a commencé par l'atteinte sensitive. On a une atteinte sensitive qui a intéressé les membres supérieurs. On n'avait pas d'ataxie chez notre patiente, et on avait une atteinte des potentiels sensitifs aux membres inférieurs, dont un qui était aboli. Par contre, on n'avait pas d'atteinte motrice aussi au niveau de l'ENG. Donc, on peut discuter, on peut dire qu'on est devant une neuropathie possible, mais on va voir que c'est une neuropathie plus encore probable. Alors là, c'est une neuropathie sensitive probable, avec quelques particularités de notre observation. C'est une patiente qui est jeune, 18 ans. C'est une patiente qui a commencé par une atteinte sensitive focale, avec un caractère douloureux. Il n'y avait pas d'ataxie malgré une évolution de 1 an quand même. Donc là, on a dit probable parce que quand même on avait sur l'imagerie un hypersignal sur les coupes axiales T2, on avait un hypersignal coronal postérieur qui est un marqueur de la sévérité clinique de la neuropathie sensitive et qui témoigne de la dégénérescence du prolongement central du neuron sensitif. Donc, quelles sont les étiologies qu'on peut suspecter devant une neuropathie chez une patiente jeune? Donc, le paranio, le gros. Donc, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est toxique, carentiel, génétique, des humains aussi. Et donc là,
Donc, je présente sur cette diapo les principales étiologies des neuronopathies sensitives. Et donc, toujours le raisonnement de la démarche diagnostique doit tenir en compte les causes qui sont acquises potentiellement curables et les causes qui sont génétiques, donc d'évolution assez chronique. Et c'est pour ça on va toujours inclure dans notre raisonnement aussi la dimension temporelle dans le raisonnement étiologique. Donc, pour les causes acquises, on a le paranéo, donc notamment le cancer pulmonaire des cellules. Et de là, donc toujours, il faut faire un bilan large, exhaustif pour ne pas passer à côté de causes qui sont curables. Et donc, on a aussi la maladie auto-immune, notamment le Sjögren, les maladies cœliaques, l'hépatite auto-immune, la cirrhose primitive, donc le lupus, les calomètres. On a les causes toxiques, notamment pour les patients qui sont sous les selles de platine, taxane, thalidomide, les causes carentielles aussi la vitamine B6, les causes carentielles, donc carence vitamine B12 et la vitamine E, les causes infectieuses, donc le VIH, les entérovirus, et les causes idiopathiques qui représentent quand même 50% des étiologies des neuronopathies. Donc, pour les causes génétiques, on a pas mal d'étiologies, les CAMVAS, la Préveich, la VET et les mitochondriopathies. Donc, toujours, pour les causes génétiques, ça, généralement, c'est une évolution qui est chronique. Les causes acquises, on peut avoir tout, aigu, subaigu ou bien chronique. Donc, le bilan réalisé chez notre patiente, donc, le SCR était normal, les anticorps monoclonaux étaient négatifs, les anticorps antimodulaires positifs avec SSA positif, SSB négatif, le PP était normal avec une fixation, donc le bilan NFS, VS, RP, fonction hépatique, rénale normaux, les anticorps antiphospholipides, la protéinurie et le complément étaient normal aussi, les dosages vitaminiques normaux, les sérologies négatifs. Donc on a réalisé quand même une BGSA qui a montré donc une cétadine stade 4, et en revenant sur les critères de diagnostic de Sjögren, donc on avait assez de critères, on était déjà à 6 avec la BGSA et avec les anticorps anti-SSA positifs, et donc on a retenu chez notre patiente un diagnostic de neuronopathie sensitive secondaire à un syndrome de Gaujon-Sjögren. Donc l'équipe de Condé Chancé, ils ont proposé un algorithme, une démarche qui permet dans presque 96% des cas de s'orienter vers l'étiologie des neuronopathies sensitives ou bien le diagnostic en suivant certains patterns. Donc une fois on est devant un patient qui présente un tableau de neuronopathie sensitive, c'est-à-dire qui remplit les critères cliniques et ENG, on va tout d'abord faire une checklist, c'est-à-dire faire une anamnèse clinique, voir l'histoire du patient, son âge, les antécédents, la prise médicamenteuse, toxique, et aussi bien faire un bilan de première intention qui doit être large. Le bilan, bien sûr, il va comprendre tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, les anticorps pour écarter les maladies systémiques, donc le lupus, Sjögren, et aussi donc tout ce qui est carence vitaminique. Donc une fois on est là, on peut déjà s'orienter vers la histologie, soit des immunes ou paranéo. Et dans le cas échéant, donc, on peut s'orienter en fonction de l'évolution. Est-ce qu'on est devant une évolution aiguë, subaiguë, et dans ce cas-là, on va s'orienter vers le pattern A, soit on est plutôt vers une évolution qui est chronique, subaiguë, on va s'orienter vers le pattern B. Alors pour notre patiente, on était dans une évolution qui était assez chronique, mais l'ataxie, ça manquait, et on n'avait pas... on avait assez de potentiel sensitif qui était touché, donc on est vraiment dans le pattern D. Donc là, le pattern D, c'est souvent une cause des immunes, et pour notre patiente, donc on a retenu effectivement une neuronopathie secondaire ou Sjögren. Donc là, je vous montre rapidement un tableau comparatif juste qui permet de s'orienter vers les causes avec quelques différences entre les causes paranéoplasiques et les causes auto-immunes. Les causes paranéoplasiques, c'est souvent un âge avancé. Les auto-immunes, c'est plutôt des sujets jeunes. L'évolution, elle est plutôt aiguë, subaiguë dans le paranéo, plutôt chronique dans les auto-immunes. L'évolution, elle est assez lente pour les maladies systémiques. La distribution, elle est souvent asymétrique pour les maladies systémiques. L'ataxie, elle peut manquer, comme c'était le cas chez notre patiente. Le SCR est souvent normal alors qu'il est souvent inflammatoire pour les causes paranéo, et l'évolution est meilleure, bien sûr, pour les causes des immunitaires. Donc, sur une série de cas de neuronopathie, avec d'origine paranéo et systémique, il y avait bien évidemment ce qu'on vient de voir, donc une différence concernant l'évolution qui était très progressive pour les autres atteintes plus que le paranéo. Le SCR qui était plutôt inflammatoire dans les causes paranéo que les autres étiologies, et le ENG qui montrait aussi une atteinte motrice pour les causes paranéo associées à la neuronopathie.
Revenons aux particularités cliniques de notre observation. Effectivement, il n'y avait pas l'ataxie, elle manquait. Il y avait le caractère douloureux et on avait une atteinte qui était assez focale. Donc là, sur une série publiée en masse NR en 2013, il y avait 6 cas rapportés qui avaient ces particularités cliniques, donc une neuronopathie à caractère focal sans ataxie, et dans cette série, l'âge médian des cas, c'était de 30 ans, c'était des sujets jeunes, avec un suivi, une évolution qui était assez longue, arrivant jusqu'à 21 ans parfois. Le début, elle était aiguë, subaiguë, mais quand même évolution progressive. L'ataxie, elle est manquée dans la plupart des cas, elle était présente que dans 2 cas sur 6. Le LCR était normal dans la plupart des cas, et les causes idiopathiques prédominaient chez les patients. Donc, pour notre patiente, elle a reçu au début donc des bolus de corticoïdes avec un relais Péros, et l'amélioration, on a noté une amélioration clinique au bout de 2 mois avec disparition de la douleur, régression de l'anesthésie vibratoire cubitale, avec une amélioration ENFG concomitante à l'amélioration clinique. Donc, on a noté quand même une amélioration de certaines amplitudes sensitives au membre supérieur en comparaison avec l'ENFG antérieur. Donc, par la suite, on a dégraissé la corticothérapie, donc sous 20 mg de corticoïdes, il y a eu une réapparition des symptômes cliniques, et on a augmenté la dose des corticoïdes avec introduction cette fois-ci de l'azatioprine. Donc la patiente, sur un recul de 19 mois, il était asymptomatique, mais le contrôle ENG a montré quand même une aggravation des conductions sensitives au membre supérieur. Et donc, de là, on a discuté quand même de switcher vers un traitement immunosuppresseur, et notamment peut-être rituximab ou bien cyclophosphamide. Donc là, juste pour rappel rapide, c'est que donc les neuronopathies sensitives dans le Gougereau représentent donc deuxième type d'atteinte jusqu'à 35% des cas après la neuropathie action sensitive motrice. L'âge moyen de survenue généralement c'est 60 ans, c'est les sujets âgés. Donc l'installation est subaiguë à chronique, c'est pas aigu. Le diagnostic de la neuropathie, il peut précéder ou coïncider avec le diagnostic de Gougereau dans 70% des cas, et raison pour laquelle il faut toujours faire les marqueurs immunologiques et histologiques du Gougereau devant toute neuronopathie sensitive. Les anticorps FFA et SSB, ils sont présents uniquement dans 10 à 55% des cas. Le test de schéma et BG5 sont positifs chez 93% des cas. Donc, sur le plan clinique, le Gougereau avec atteinte, avec ganglionopathie, il présente certaines particularités, notamment l'atteinte, comme on l'a dit, elle est souvent unilatérale asymétrique. Elle commence par les membres supérieurs tout d'abord, puis le tronc, puis les membres inférieurs, avec une atteinte de la face intéressant le trijumeau dans 30% des cas. La réflexie et l'ataxie, elles apparaissent dans l'évolution, dans la suite de l'évolution, et on peut avoir des douleurs neuropathiques, on peut avoir une dysautonomie insouciable. Donc sur le plan thérapeutique, donc le traitement doit être initié précocement. L'idéal, c'est dans les 2 mois qui suivent le diagnostic. Et donc le choix de la molécule, il n'y a pas de consensus parce qu'il n'y a pas vraiment d'essais contrôlés randomisés. Il y a une hétérogénéité clinique. Donc du coup, on propose en fonction de l'avis des experts, soit des bolus de corticoïdes, soit l'endoxan, rituximab ou bien mycophénolate et bien sûr les immunoglobulines intraveineuses. Donc je vous remercie.